Bonjour, voilà, donc je m'appelle Lucia Lesner, je suis architecte de formation. J'ai exercé 25 ans et puis il y a une dizaine d'années j'ai arrêté la maîtrise d'œuvre, donc je suis architecte non pratiquante. Et j'ai commencé un travail de vulgarisation en fait, scientifique. Donc j'ai traduit un livre qui est un petit peu une référence de l'autoconstruction en Amérique du Sud. C'est le manuel de l'architecte au pied nu, enfin, en français c'est l'architecte au pied nu, manuel d'autoconstruction. Et je me suis beaucoup intéressée à la question de l'autoconstruction et de la problématique du fait que les architectes en France ne puissent pas accompagner les chantiers d'autoconstruction. Donc cette image-là que je vous présente, c'est un soin d'un mur en galets. En fait, le mur en galets est une construction assez particulière qui est peu connue. On a beaucoup de mal avec des bureaux d'études sur les chantiers à retravailler des murs en galets. Moi j'habite à Pau, c'est le Béarn, donc il n'y a que ça. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait réfléchir dans mon travail d'architecte. Les surcoûts immenses pour remettre des poutres dans des trous déjà existants des murs en galets qu'on ne peut pas faire, il faut refonder, etc. Donc, entre les difficultés d'accompagnement des populations les plus vulnérables, donc les plus pauvres, en autoconstruction, entre les difficultés de certains matériaux, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de réglementation, donc, mais on est quand même face à des problématiques complexes sur les chantiers. Donc voilà, donc j'ai fait ce travail de vulgarisation et j'ai continué donc sur ce travail de doctorat. Donc mon intervention, elle est issue du travail que j'ai choisi, du thème que j'ai choisi, qui s'appelle la fonction sociale de l'architecte, la précarité croissante, la question de l'autoconstruction accompagnée et l'expérience brésilienne de la loi ATIS. Et c'est là que je vais mettre un petit peu l'accent. C'est sur, mais mon collègue a parlé, donc un petit peu m'a tendu la perche sur la question de l'autoconstruction. Donc je pense que je ne vais pas répéter toutes les choses qui ont été dites depuis ce matin, qui sont, j'espère, une évidence pour tous les membres des métiers du bâtiment, que ce soit les entreprises, les industriels, les forestiers, tout à l'heure, c'était intéressant aussi. Donc à la question de ces difficultés multifactorielles du bâtiment, donc raréfaction de ressources et réchauffement climatique, j'ajoute la question de la précarité, donc la crise de logement et l'appauvrissement de la population, y compris française. Voilà, donc on parle des smicardisations. On a depuis une vingtaine d'années, le coût de construction il a quasiment doublé. Et le revenu moyen des Français, il a plus ou moins divisé en deux. Donc on est sur un facteur 4, c'est très important. Donc il y a de plus en plus de bidonvilles, ça c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Plus de gens qui vivent dans la rue, plus de gens qui vivent dans des logements qui ne sont pas isolés. Et qui pourraient faire des travaux eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir accès à un architecte ou à des aides de l'ANA, tout ça. Donc si les gens font eux-mêmes, aujourd'hui il n'y a pas d'aide pour des gens qui font eux-mêmes. Donc ça fait partie de ce travail de recherche. Donc la loi brésilienne que j'étudie, donc bon, évidemment ils ont un passé qui est bien plus prononcé que notre présent, mais qui va un petit peu vers là. Donc c'est ce réchauffement climatique très très important et donc les questions de surchauffe. On a beaucoup travaillé et appris dans les écoles d'architecture à gérer les problématiques d'hiver, mais pas trop d'été. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans des lieux. Bon, il y a eu cet été, c'est sorti dans tous les grands journaux, des articles concernant les SDF climatiques, donc des gens qui sortaient de chez eux en fin d'après-midi pour aller dormir dans la rue parce qu'ils ne tenaient plus, il faisait 45-50 degrés. Donc c'est pour la santé, c'est très difficile. Donc voilà, donc je passe. Alors je cite Charlotte Malter-Barthes qui dit « Chaque bâtiment représente un gouffre béant de matériaux arrachés à la terre, détruisant autant les nappes phréatiques que les habitats humains et les milieux écologiques non humains. » Donc voilà,
propose un moratoire sur les nouvelles constructions. Donc moi je dis, peut-être avec un peu plus de radicalité, dans ce sens, l'innovation technique bas carbone la plus radicalement économe serait celle de la réhabilitation de déjà là et de réemploi de matériaux de construction, selon le principe de circuit court qui a été un peu éprouvé par l'agriculture paysanne. Et je pense qu'on y arrive avec énormément d'exemples autour de nous, des gens qui se fournissent de plus en plus des matériaux qu'ils trouvent autour d'eux. Alors on appelle ça l'architecture vernaculaire parce qu'on en trouve autour de soi, donc la terre, la paille, les pierres, etc. Voilà, donc du coup ce bâtiment-là, c'est la reconversion d'un bâtiment en galets. Donc au début, c'est le hangar qui a été vidé de tout ce qui était en train de tomber, hein, la toiture, les poutres, tout ça. Donc une reconstruction d'une partie, et donc on crée un espace extérieur, et là c'est la partie qui est devenue habitable. Donc ça c'est un projet d'architecte, un accompagnement d'une autoconstruction familiale. Donc du coup, pour mon projet de thèse, la précarité elle reste liée en fait et l'autoconstruction elle reste liée à la question des matériaux naturels. J'ai suivi un petit peu le travail d'autres chercheurs là-dessus, que ce soit Joël Zask par exemple, qui essaye de rejoindre les deux données entre les populations qui construisent elles-mêmes avec ce qu'elles trouvent autour de chez elles et la question de respect de l'environnement. Donc moi j'ai 3 terrains de recherche. Donc un qui est lié à l'autoconstruction par choix, donc on va voir après ces choix effectivement un choix de société, un choix économique et un choix de faire communauté, donc en plus de construire son logement avec des coûts maîtrisés. Et on rajoute la question de l'économie de subsistance. Donc on revient à des systèmes de sel, les anciens sels, donc des trocs, où il y en a un qui va avoir un jardin, qui va troquer un temps de travail avec quelqu'un qui va construire, et qu'on va apprendre aux gens des nouvelles techniques. Donc sur ces chantiers-là d'observation, donc je vais revenir sur les résultats. Donc il y a 3 terrains. Un, donc c'est ces terrains de choix. L'autre, c'est un village Emmaüs dans les Pyrénées-Atlantiques où il y a une centaine de familles qui habitent. Et donc là, on est par contre dans l'urgence, donc il y a un autre regard. Et le troisième, donc ce sera théoriquement l'année prochaine, c'est le Brésil, donc accompagné une de ces initiatives de la loi ATIS. Donc la loi ATIS, c'est assistance technique à l'habitation d'intérêt social. Donc c'est une sécurité sociale de l'accompagnement de l'architecte aux populations les plus démunies. Donc non seulement on peut, en tant qu'architecte, accompagner ces populations-là en autoconstruction, puisqu'ils n'ont parfois pas d'autre choix, ou parce qu'en plus ils en ont envie. Et en plus, il y a tout l'environnement en fait, qui fait partie de ces choix-là. Donc il y a les écoles d'archi, il y a des formations dans les écoles. On sort de l'emploi universitaire pour aller vers les populations qui sont autour. Alors au Brésil, c'est inscrit dans la Constitution que voilà, les études sont financées par les deniers publics, mais que tout le monde n'y a pas accès. Donc ceux qui ont accès, ils ont de la chance et ils sont obligés, un nombre d'heures, de sortir de l'emploi universitaire, comme ils disent, pour aller vers les populations les plus démunies et de faire de la vulgarisation scientifique. Donc j'ai aussi, par nature, cette culture-là. Voilà. Donc je passe cette illustration, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la grotte de Bruniquel. Donc je cite un architecte brésilien, Paulo Mendes da Rocha, qui dit que lorsque pour la première fois l'homme a déplacé une pierre d'ici pour la poser durablement là-bas, il est devenu architecte. Donc voilà, la grotte de Bruniquel, elle est datée de moins 176 000 ans. Voilà. Donc ça c'est pour dire que en fait dans les lieux où on pratique de l'autoconstruction, donc je pense qu'on était tous d'accord là sur ces interventions, tout le monde utilise beaucoup les matériaux de réemploi. Alors pour fabriquer 1 kg de produits industriels, il faut 30 kg de ressources naturelles.
Donc c'est minération, exploitation forestière quand elles ne sont pas bien faites, eau, etc., sable. Bon, et que le secteur de bâtiment produit 42 millions de tonnes de déchets par an. C'est le circuit classique, donc minération, construction, démolition, mise en déchetterie. Donc avec toutes les problématiques qui peuvent arriver. Donc pour la question de réemploi, j'aime bien donner aussi des exemples très très proches de nous. Ça c'est un architecte dans le Béarn aussi, qui a construit sa propre maison entièrement en matériaux de réemploi. Donc un hangar qui était un restaurant, par hasard brésilien, qu'ils ont entièrement démonté. Ils ont acheté ce hangar comme étant une ressource. Donc vraiment de regarder un lieu qui ne sert plus et qui va être démonté comme une ressource plutôt que de le démolir. Voilà. Donc après construction et puis à la fin la serre bioclimatique et tout le matériau qui a été récupéré. Dans la question de l'autoconstruction, je vais essayer de ne pas trop traîner, utiliser des matériaux de réemploi, des matériaux naturels et faire ensemble. Ça c'est un bar associatif dans le Tarn. Il a été fait, ils sont allés démonter un séchoir un petit peu plus loin en Dordogne et ils ont remonté là, ils ont fait 2 petites extensions et en fait ce lieu, en plus d'être un lieu d'apprentissage de construction, il est un lieu qui fait énormément communauté. Donc les gens ils se retrouvent toutes les semaines là-bas et ils font d'autres choses ensemble que construire. Ils l'ont construit, mais ça a généré vraiment des savoir-faire, des possibilités d'entraide dans cette communauté-là pour les chantiers. Dans les réhabilitations aussi que j'ai pu observer, et je ne vais pas traîner, il y a donc de tout, hein. Il y a des techniques de bricolage vraiment qui font très très peur, mais il n'y a aucun problème, les gens s'il faut le refaire, ils le refont, un peu à la japonaise, hein, ça ne dure pas, on défait, on reprend. Sinon on fait même des choses extrêmement pointues comme de la taille de pierre et on l'apprend à d'autres personnes et d'autres personnes le refont dans d'autres lieux. Ça c'est dans le Tarn, c'est un de mes terrains de recherche. Et là, par exemple, donc ça c'était une technique vernaculaire, hein, et ça c'était une technique véhiculaire. C'est une charpente coréenne fait d'emboîtage pur et simple, sans aucun artefact. Voilà. Pareil, là, il y avait plein de jeunes quand je suis venue au montage qui étaient là pour apprendre à faire ça. Donc pas de clous, pas de vis, pas de tenon, rien de tout. Et c'est des techniques qui commencent à faire le tour d'autres chantiers. Et on se retrouve presque avec une histoire d'un nouveau vernaculaire en fait, de cette zone-là où les savoir-faire se communiquent. Ça c'est, bon, je passe vraiment très vite, ça c'est Emmaüs. Ils ont aussi effectivement, en plus des questions d'urgence, donc un mobil-home qu'on pose pour une famille qui est dans la rue, on va aussi faire des expériences de bâtis en paille, des toits en chaume et des bardeaux par exemple. Voilà. Donc j'arrive au Brésil. Donc Clovis Hilgenfritz, il était architecte à Porto Alegre, c'est la ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes études. Donc évidemment on apprenait la bioclimatique, ça c'est une évidence pour toutes les études d'archi au Brésil. Mais en plus, voilà, ils ont à cette époque-là, dans les années 70, il y avait vraiment un gros problème de pauvreté dans les zones urbaines. Et en fait, ces architectes-là, ils ont commencé à travailler sur la première loi ATIS, donc d'assistance technique à l'habitation d'intérêt social, et qui était une loi, du coup, qui était régionale. Donc c'est au sud du Brésil, c'est presque en Argentine. Et en fait, Clovis Hilgenfritz, qui est un des papas de cette loi-là, il dit « si nous ne faisons pas de la politique, alors les politiciens feront l'architecture à notre place ». Quand il dit architecture, il dit urbanisme, parce que les études d'architecture et d'urbanisme se font au même endroit, systématiquement, un architecte et l'urbaniste. Voilà. Donc, et là, j'ai un arrêt sur image d'une vidéo de l'Ordre des architectes qui dit on défend l'habitat digne pour tous. Il travaille beaucoup sur la question de la pauvreté. Alors, il faut savoir que cette loi, elle est devenue au fil du temps une loi nationale. Elle n'est pas mise en place partout, elle n'est pas obligatoire. Toutes les villes ne sont pas obligées de la voter, de la financer, parce qu'il faut la financer. Mais elle existe, elle est inscrite dans la Constitution. Donc, un architecte peut travailler auprès des populations démunies en participant de ces initiatives-là. Voilà.
Donc là, il y a souvent des étudiants des écoles d'archi. Il y a souvent des géologues quand il s'agit de zones qui sont occupées. Là, on va parler de squat, de squat de bâtiments abandonnés, ou des zones rurales, ou des marges des villes qui sont abandonnées. Ils vont s'installer là. Alors, du coup, les architectes peuvent aller auprès de ces populations-là pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Et même, on peut aller, donc dans le cas d'un squat urbain, à avoir aussi des juristes qui vont venir travailler avec leurs équipes et qui vont pouvoir négocier avec l'État pour donner du droit à utiliser ces espaces-là par les habitants. Parce qu'un bâtiment, il doit aussi trouver de sa fonction sociale. Si un habitat est abandonné, au bout d'un moment, la propriété n'est pas inconditionnelle. La propriété elle est sous condition. Si on est propriétaire d'un bâtiment qui ne remplit pas son rôle social, eh bien, il peut être exproprié et acheté par la municipalité et donné aux squatteurs, moyennant qui se mettent en association, qui travaillent avec les architectes, les juristes et des entreprises qui vont leur apprendre à faire des travaux et de mettre en place en fait des vrais logements à la place des squats. Voilà. Donc l'ordre des architectes, du coup je déborde sur la question de l'environnement de notre métier d'architecte. Donc l'ordre des architectes, elle prélève par exemple une partie des cotisations pour aider à financer ces travaux-là d'initiative ATIS. Donc ils sont vraiment très impliqués. Et les maisons d'architecture, les IAB, comme on dit, les instituts d'architectes du Brésil, les IAB, eux, par contre, ils font des formations. Donc on forme des architectes à travailler auprès de ces populations-là, parce que ça n'a rien d'évident. Il y a vraiment une question sociologique majeure à aller vers ces populations-là. Donc on les forme, on fait des petits concours, comme par exemple aucune maison sans salle de bain, c'est un truc qui existe. Et là, donc ils ont une plateforme vidéo, je ne vous le montre pas parce qu'ils sont tous en portugais, mais voilà, je suis en train d'en traduire deux vidéos pour pouvoir passer après dans le cadre de mes études. Et là, par exemple, je l'ai pris dans une publication de l'école d'architecture où ils mettent architecte. En fait, en portugais, il y a arquiteta pour les filles, arquiteto pour les hommes. Et là, ils ont mis un E et ils ont définitivement remplacé par un neutre, voilà. Donc, et en fait, ils mettent là pour qui et avec qui on travaille et discutons le rôle social de l'architecture de l'urbanisme. Voilà, donc ils sont assez engagés là-dessus. Et donc je reviens sur le début de cette question de l'architecture, de l'autoconstruction de matériaux de réemploi et de la question de la subsistance qui se font dans les communautés aujourd'hui d'autoconstructeurs tout autour de nous. Là, bon, c'est la dernière photo de ce restaurant qui a été entièrement fait en matériaux de réemploi, où tout le devant de la maison, tout le béton a été cassé. Et c'est une photo de l'an dernier, mais cet été, je suis revenue. Et en fait, ils ont des fruitiers, des légumes, voilà. Il y a quand même une notion de globalité de cette question-là que je voulais mettre en... Voilà, merci. Merci.